pas de méthode universelle pour la résolution numérique des EDP. C'est-à-dire, il n'y a pas une méthode unique pour résoudre toutes les équations. Donc, chaque équation, on lui cherche c'est quoi l'algorithme qui permet de la résoudre. Hein? Donc, ici, dans ce cours, on va se concentrer et on va se contenter seulement des équations ou dérivées partielles linéaires et de comparer les résultats numériques avec les résultats analytiques qui existent. Donc, autrement dit, on va prendre des équations dont la solution existe. Ce qui va nous permettre, bien sûr, de, si vous voulez, ce qui va nous permettre de comprendre que la solution analytique que nous avons est une solution qui ressemble à la solution exacte et que nous sommes sur la bonne voie. Hein? Donc, dans ce cours-là, si on fait de comprendre qu'une solution numérique, elle peut être proche d'une solution analytique. Okay? Alors là, ça c'est la première remarque. Hein? La deuxième remarque, c'est qu'une équation ou dérivée partielle est une équation dont les solutions sont les fonctions inconnues vérifiant certaines conditions concernant leur dérivé partiel. Hein? Donc, par exemple, si je vous dis par exemple que x plus y égale à 5, ça c'est une équation, x plus y égale à 5, qui peut avoir une infinité de solutions. Hein? Si on est dans l'ensemble n, c'est x égale à 1, y égale à 4, donc c'est 1, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 1, 0, 5, 5, 0. Donc, il y a plusieurs solutions pour cette équation-là. X plus y égale à 5. Il y a plein. Mais si je fixe le x, je peux trouver automatiquement le y. Donc, la même chose pour une équation au dérivé partiel, je peux trouver plusieurs solutions. Alors, c'est quoi qui va me permettre de dire voici la solution que je cherche? Ce sont en fait les conditions aux limites ou bien les conditions initiales. Les conditions aux limites, ça veut dire les conditions de bord de mon domaine. Qu'est-ce qui se passe sur le bord? Il faut que je sache qu'est-ce qui se passe sur le bord du domaine. Ça, c'est obligatoire pour un domaine, pour l'équation au dérivé partiel. Ou bien les conditions initiales, ça veut dire c'était quoi la valeur de la variable que je cherche à l'état initial, ou bien c'était quoi son état à l'état initial. Donc, ce sont les conditions qu'on doit absolument avoir avant d'entamer la résolution d'une équation au dérivé partiel. Sinon, on va trouver plein de solutions. Ça, c'est du point de vue analytique. Numérique, c'est la même chose. Donc, il faut avoir, bien sûr, là vous l'avez fait certainement en mathématiques ou bien en physique, dans les cours précédents. Si vous avez une équation différentielle ordinaire, f seconde plus quelque chose, f prime est égal à quelque chose, alors là, vous avez besoin certainement d'un certain nombre de conditions initiales ou bien de conditions aux limites pour connaître les constantes que vous trouvez. OK? Donc ici, par exemple, si je prends, par exemple, l'équation, par exemple ici, l'équation u d carré de u sur dx carré moins d carré de u sur dy carré égale à 0, hein? Cette équation au dérivé partiel, elle peut admettre comme solution x plus y au cube. Il peut admettre aussi comme solution sinus de x moins y et d'autres solutions. Hein. Si vous vérifiez ça, si vous prenez le u et vous le dérivez deux fois par rapport à x et vous le dérivez deux fois par rapport à y, vous faites le moins, vous allez trouver que ceci est égal à 0. Donc, cette équation-là, elle a plusieurs solutions. La même chose, le Laplacien de u égale à 0 en 2D admet aussi au moins deux solutions. Il admet la solution, par exemple, u égale x carré moins y au carré. Il admet la solution u égale exponentielle de x plus de y. Ce sont des solutions. Mais bien sûr, quelle solution choisir? Alors là, pour assurer l'unicité, nous avons dit qu'il faut tenir compte de quoi? Des conditions aux limites et des conditions initiales. Alors, dans les deux exemples précédents, on parle seulement des conditions aux limites parce qu'il n'y a pas le terme t, le temps, donc on ne parle pas des conditions initiales dans ces deux exemples que nous avons donnés. OK?
Alors maintenant, la résolution numérique d'une équation aux dérivées partielles. Elle consiste à faire quoi finalement? Elle consiste à discrétiser le problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire discrétiser le problème? Discrétiser le problème, ça veut dire que je vais prendre le problème. Si par exemple, j'ai ici une plaque et je vais étudier la température T de XY dans cette plaque, je vais calculer la température numériquement en quel point? Ça, c'est un domaine qui est continu. Donc, est-ce que c'est dans ce point, ou bien celui qui est juste à côté, ou bien, donc ici, vous remarquez que j'ai une infinité de points, ok? Alors là, pour éviter ce problème-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement prendre ce domaine et le discrétiser. Ça veut dire le diviser en plusieurs petits morceaux. Ok. Et voici mon domaine. Et donc ici, j'ai plusieurs petits morceaux. Et donc, je vais avoir plusieurs nœuds, ce qu'on appelle les nœuds. Ça, c'est la méthode des différences finies. Alors, si quelqu'un prend le même domaine, et il a dit, moi, je vais le diviser en petits triangles. Bon, en petits triangles, etc. Hein? OK? En petits triangles. Alors là, on appelle ça la méthode des éléments finis. Ce sont des éléments de triangles. Et bien sûr, il y a toute une méthode qu'on ne va pas voir dans ce cours. Nous allons nous concentrer plutôt sur la méthode des différences finies. Il y a bien sûr d'autres méthodes comme la méthode des volumes finis ou bien la méthode des caractéristiques et plein de méthodes numériques qui existent dans la littérature. Mais ici, ce sont les plus utilisées en fait. Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur la méthode des différences finies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la méthode des différences finies? C'est tout simplement que je vais essayer de transformer chaque dérivée par rapport à x. Par exemple, il va être remplacé par une fonction f, par exemple, va être remplacé par f de x plus delta x. Alors, si je suppose que f dépend de x et de y, donc ici, je ne touche pas y, c'est seulement x, moins f de x, y, divisé par, et le dx devient un delta x. Est-ce que vous vous rappelez la définition de la dérivée? Quand est-ce que ce terme est égal à ce terme en dérivée? Vous vous rappelez, quelqu'un peut me rappeler la définition de la dérivée? D de f sur dx, c'est f'. Hein? Ça, on peut le noter aussi. F'. Mais je vais mettre un petit x en bas. Ça veut dire que je dérive seulement par rapport à x. Donc, je peux dire que la dérivée, c'est tout simplement, si vous avez oublié la définition, c'est la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Ou bien, la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc, oui. Autrement dit, la dérivée de f par rapport à x, il va être remplacé par une différence. C'est ce qu'on appelle une différence finie. Il y a le signe moins ici. Donc, c'est une différence. OK? Très bien. Alors, la méthode des différences finies, elle consiste à remplacer le dérivé partiel hein, d'une EDP par des différences divisées. Donc, le dérang, comme je viens de l'expliquer, il devient un delta. Et ceci à l'aide, bien sûr, du développement de Taylor. Hein. C'est le développement de Taylor qui nous permet de dire, ou bien de remplacer la dérivée partielle par un delta. Hein. Bien sûr, ceci, il ne faut pas choisir n'importe quel delta. Hein. Il faut bien sûr faire ça en respectant ce qu'on appelle le critère de convergence vers la solution exacte. C'est-à-dire que si je remplace le d sur dx par delta x, hein, si je remplace le dx par delta x, et si je remplace le dy par delta y, et si je remplace le dt par delta t, bien sûr, à quoi est égale la valeur de delta x?
Et c'est quoi la valeur de delta Y et c'est quoi la valeur de delta T? Donc, si je prends par exemple ici mon domaine de D, ça c'est l'axe du temps par exemple, ok? Et là c'est mon domaine de 2 dimensions que je vais discrétiser suivant X et suivant Y, ok? Et à chaque pas de temps, je vais avoir encore le même domaine. Et supposons par exemple que je suis en train d'étudier la température d'une plaque dans le temps. C'est la même plaque, mais maintenant c'est à l'instant suivant. Par exemple, ça c'est à l'instant T égale T1 par exemple. Et ça c'est à l'instant T égale à T2. Et la différence entre les deux T, je vais l'appeler delta T. Ici, bien sûr, j'ai un delta Y et ici, j'ai un delta X. Donc, delta Y, c'est la largeur de la grille et delta X, c'est la longueur de la grille et delta T, c'est le pas de temps. Donc, ça, c'est le pas d'espace et pas de temps. Comment choisir delta X, delta Y et delta T? Et cette configuration-là, on l'appelle un maillage. Hein? Tout ça, ça s'appelle un maillage. Donc, c'est quoi un maillage finalement? C'est un ensemble de points du domaine de définition sur lequel on va appliquer la méthode de différence finie. Donc, les points que je vais utiliser, c'est ce point-là, c'est en fait les nœuds que j'ai sur la grille. Donc, ces points-là, ce sont les points X, Y sur lesquels je vais chercher la solution. Par exemple, ici, j'étudie la température. Donc, je vais étudier la température de quoi? De chaque point XI, virgule, YJ, à l'instant T, TI, par exemple, si vous voulez bien TK. Donc, à chaque instant, je dois chercher XI, YJ. Hein? D'accord? C'est ce qu'on appelle le maillage. Ça, c'est un maillage. Un maillage, ça veut dire, c'est les mailles, un ensemble de mailles. On prend mon domaine, je prends mon domaine, et je les divise en plusieurs domaines. Si je prends le domaine sans le paramètre temps, par exemple, voici mon domaine XY. Donc, voici comment je peux le discrétiser. Et souvent, les numériciens, ils prennent delta X égale à delta Y. Hein. En général, on prend delta X égale à delta Y. Hein, dans la plupart des cas. OK? Et donc, le pas du maillage, c'est le pas entre chaque deux nœuds. Hein, entre 2 points successifs. Alors maintenant, la question, c'est comment choisir delta X, delta Y, delta T. On ne les choisit pas de façon aléatoire, mais il faut les choisir pour respecter ce qu'on appelle la convergence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si, par exemple, moi, j'ai cette plaque, c'est une plaque que je vais chauffer. Donc, je vais mettre au bord de cette plaque une température ici. Je vais imposer ici une température T1. Ici, une température T2. Ici, une température T3, par exemple. Et ici, une température T4. Alors là, j'ai 4 températures que j'ai imposées au bord de la plaque. OK? Je veux savoir à quoi est égale la distribution de la température à l'intérieur de la plaque après 1 heure. Alors, je vais dire, je vais prendre seulement 4 pas de temps. C'est-à-dire un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Je vais prendre donc 0 heure, hein, puis je vais prendre 15 minutes, puis je vais prendre 30 minutes, puis je vais prendre 45 minutes, puis je vais prendre 60 minutes. Ça, c'est pour T. Hein. Alors là, j'ai pris seulement 4 pas de temps. Donc, chaque quart d'heure, je calcule. Là, je vais terminer le calcul rapidement. Mais est-ce que ça va me donner de bons résultats? Alors, en général, non. Pourquoi? Parce que j'ai pris de grands intervalles de temps. Et donc, si je prends de grands intervalles de temps, je vais terminer rapidement et je vais avoir l'information rapidement. Hein? Bien sûr, ce qui est excellent si c'était le cas.
Mais malheureusement, les résultats obtenus par ce pas de temps, ils sont très, très approximatifs et donc ça donne des résultats très loin de la réalité. C'est pour ça qu'il faut que je diminue. Au lieu de prendre 15 minutes, je vais prendre chaque minute. Et à ce moment-là, je vais avoir 60 itérations. Et donc, je dois calculer la solution de l'équation à t égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 60. À ce moment-là, je peux dire que le choix est bon. Mais ce choix, il dépend aussi de quoi? De delta x et delta y. Est-ce que j'ai une petite grille ou bien une grande grille? Hein? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un delta x qui est petit ou bien delta x qui est grand? Autrement dit, la stabilité ou bien la convergence de la méthode qu'on va utiliser dépend de quoi? Dépend du choix de delta x, delta y, delta t, et aussi du rapport entre ces trois pas d'espace et de temps. On va voir ça en détail dans le chapitre qui suit, le prochain chapitre. Et on va maintenant voir, par exemple, le cas d'une dimension, comment on discrétise